Bonjour à tous, on va vous présenter des ressources développées par l'ADEME sur la question d'estimation de la séquestration de carbone dans les sols et la végétation. Dans la végétation, il y a la forêt, mais également tout ce qui peut être haies ou agroforesterie qu'on peut trouver sur les sols agricoles. Mais avant ça, avant de vous présenter les ressources, on vous fera aussi un petit rappel sur les notions liées à la séquestration de carbone et les leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre pour l'accroître. Alors déjà, un petit rappel, c'est le décret 2016 relatif au PCAET a mis en avant la séquestration de carbone dans les plans climat. Donc, l'estimation de la séquestration de carbone répond à un besoin réglementaire. Les collectivités obligées doivent réaliser un diagnostic de la séquestration nette de CO2, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres, c'est-à-dire des passages d'une occupation à une autre, de forêt à agriculture, de forêt à prairie, par exemple, et doivent évaluer les possibilités d'accroissement, de développement de la séquestration de carbone, et là, en tenant compte également des usages de la biomasse, du potentiel de production et d'utilisation additionnelle de biomasse à usage autre qu'alimentaire. Et à partir de ce diagnostic, des objectifs stratégiques et opérationnels doivent être proposés sur le renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments. Donc, pour accompagner les collectivités sur cet enjeu-là qui était tout nouveau, on a récemment développé un outil qui permet une première estimation de la séquestration de carbone dans les sols et la biomasse des EPCI. Donc, cet outil, on l'a appelé ALDO. Et il est disponible sur le site Territoire et Climat depuis l'automne et permet de faire une première estimation, qui n'est pas très fine, mais qui est déjà une première estimation de cette séquestration carbone. Donc, il permet d'évaluer la séquestration nette de dioxyde de carbone dans les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres, mais il ne permet pas de prendre en compte actuellement les potentiels de production et d'utilisation additionnelle de la biomasse. On n'a pas réussi pour l'instant à développer ça. Donc, je vous présenterai un peu plus d'éléments sur cet outil dans les slides qui viendront. Mais tout d'abord, un petit rappel sur le stockage de carbone. Donc, où est stocké le carbone? Alors, les sols et la biomasse stockent plus de carbone que n'en contiennent l'atmosphère. Ce sont des réservoirs de carbone. Si on regarde au niveau mondial, on va avoir environ 800 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Et si on considère la végétation, principalement les forêts, et les 30 premiers centimètres de sol, on a déjà plus de carbone que dans l'atmosphère. Et si on rajoute ce qui est contenu dans les sols jusqu'à 1 mètre, on est à 3 ou 4 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Et donc, ce carbone est sous forme de matière organique et une petite variation de ces stocks peut avoir un impact important sur le climat. Après, cette question de stock de carbone, comme c'est de la matière organique, ça a d'autres enjeux derrière, des enjeux de fertilité des sols agricoles et forestiers. En général, des sols agricoles et forestiers plus riches en carbone ont une meilleure fertilité à long terme. Ça joue aussi sur la préservation des sols, le contrôle de l'érosion, et ça joue sur la biodiversité. Des espaces forestiers ou des sols riches en matière organique sont plutôt favorables à la biodiversité. Donc, ce n'est pas qu'un enjeu climatique. Alors, qu'est-ce que la séquestration de carbone? Maintenant, on sait qu'il y a des stocks de carbone dans ces écosystèmes. Donc, je séquestre du carbone dans les sols et la biomasse quand j'augmente des stocks. Ça veut dire, là, vous avez un petit schéma qui présente une forêt avec des petits arbres et un sol avec peu de carbone présent. Et si on augmente ce stock, on va séquestrer de carbone et avoir un écosystème qui représente un puits de CO2. Donc, ça permet une maîtrise de l'augmentation du CO2 atmosphérique dans l'atmosphère. Et on va retrouver ce mécanisme dans la stratégie nationale bas carbone, qui est le projet qui est paru en décembre 2018. Vous verrez là des projections de la stratégie sur les émissions de gaz à effet de serre en bleu, en 1990, 2015 et 2050. Et en vert, vous avez la partie séquestration carbone. Et depuis qu'on a mis en avant dans la stratégie nationale bas carbone la notion de neutralité carbone à l'horizon 2050, on est dans l'obligation d'accroître la séquestration de carbone
dans les écosystèmes, dans les produits bois, etc., de préserver les stocks existants pour ne pas créer de nouvelles émissions, tout en ayant un impact et une action majeure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre conventionnelles. Donc, quels sont les principaux leviers pour jouer sur la séquestration de carbone dans les sols et la végétation? Alors, le premier levier, c'est le changement d'occupation des sols. Il faut raisonner l'aménagement du territoire pour favoriser les occupations au fort stock de carbone. Donc, dans les occupations au fort stock de carbone, on va retrouver les forêts, les prairies, les sols arborés et enherbés et également les zones humides. On peut jouer également sur les pratiques agricoles, donc en favorisant des pratiques stockantes, notamment l'implantation d'arbres autour ou dans les parcelles agricoles, ça veut dire favoriser l'agroforesterie, les haies. On peut favoriser la couverture permanente du sol avec des couverts végétaux. On peut favoriser l'apport de matières organiques exogènes, ça veut dire qui ne viennent pas de l'exploitation, mais par exemple les produits résiduaires d'origine urbaine, qui permettent d'accroître l'apport de matières organiques dans les sols. On peut aussi jouer sur des pratiques de travail du sol en réduisant le travail du sol, notamment le semi-direct. Après, on peut également agir dans la filière forestière, et en considérant l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les usages du bois, en favorisant la séquestration en forêt et dans les produits bois, tout en tenant compte des objectifs actuels de mobilisation du bois pour l'énergie. Alors, on a fait une petite diapo pour préciser un peu les actions potentielles au niveau de cette filière. Alors, il y a des actions qui sont à mener au niveau de la gestion durable des forêts, assurer la régénération après les coupes, c'est déjà un point essentiel, améliorer les forêts dégradées et leur résilience face au changement climatique, parce qu'on est sur du long terme. Et donc, quand on travaille sur la gestion forestière, il faut aussi considérer les impacts du changement climatique à 50 ou 100 ans. Ensuite, prioriser la production de bois de qualité, produisant des coproduits pour l'énergie et donc favoriser le bois d'œuvre. Après, une action est possible au niveau de l'écoefficience des filières bois, c'est-à-dire en priorisant l'utilisation de bois en cascade, c'est-à-dire le stockage dans le bois, dans le bois matériaux ou à longue durée de vie. Derrière, développer des filières de bois à longue durée de vie, notamment dans la construction. Et enfin, sur l'énergie, améliorer les rendements et l'efficacité énergétique. Alors après ce petit rappel, je vais vous présenter Aldo. Donc c'est l'outil qu'on a développé. C'est un outil Excel libre d'accès, tout est ouvert, avec une notice et un tutoriel disponible sur le site Territoire et Climat. Il est là pour fournir des premiers éléments de diagnostic quand on n'a rien sous la main. Et il donne donc des chiffres pour chaque EPCI au niveau français métropole. Alors, il est très simple d'utilisation. Si vous rentrez dedans, il suffit de rentrer le sirène de l'EPCI et vous allez avoir des éléments sur les stocks de carbone présents. Alors, c'est la première colonne chiffrée pour chaque occupation de sol. Donc, nous, on a tenu à mettre cette information car il y a des stocks de carbone à préserver. C'est la première action, c'est préserver les stocks de carbone existants. Et la deuxième colonne chiffrée, elle va porter sur les flux de carbone liés au changement d'affectation des sols et la présence de forêt, sachant que la forêt est actuellement un puits de carbone. Alors, au niveau national, elle est en croissance. On a complété par des éléments sur la récolte théorique de biomasse au niveau du territoire. Donc, cet outil permet de faire une première estimation de la séquestration de carbone dans les sols et les forêts. Et ICAR vous donnera des éléments sur l'usage qui peut en être fait au niveau des territoires. Et cet outil fournit des résultats graphiques que vous pouvez valoriser. Alors, à titre d'exemple, voici deux sorties graphiques sur les stocks. On peut comparer, identifier les enjeux sur le territoire en termes de préservation des stocks. Où sont les stocks présents? Donc là, on a mis comme exemple un EPCI à enjeu urbain, Nantes, et un EPCI à enjeu plutôt rural, dans le Haut-Limousin. Donc, on voit que les stocks à Nantes sont présents dans différentes occupations de sol, et notamment dans les sols artificialisés enherbés et dans les zones humides. Et on voit que dans l'EPCI à enjeu rural, on va avoir des stocks beaucoup plus importants dans les sols agricoles, notamment les prairies. Donc, ça
peut permettre de cibler un peu les enjeux et les préoccupations du territoire en termes de séquestration carbone. L'outil fournit aussi des éléments sur les flux, un diagnostic. Donc là, vous allez retrouver les deux mêmes EPCI, le PCI à enjeu urbain Nantes et le PCI à enjeu rural dans le Haut-Limousin. Et on va voir sur le PCI à enjeu, donc les flux, quand ils sont négatifs, c'est une séquestration. Quand ils sont positifs, c'est une émission. Donc sur Nantes Métropole, on va avoir des flux de séquestration dans les produits bois et dans les forêts qui sont présentes sur le territoire, et des flux d'émissions liés à l'artificialisation des terres agricoles probablement. Sur le PCI à enjeu rural, il y a une présence importante de forêts, qui explique une séquestration, et un petit peu de retournement de prairies, et donc une émission au niveau des cultures. Avec l'outil, on peut aussi estimer des potentiels de stockage en agriculture. Donc là, j'ai repris le PCI du Haut-Limousin. Et on voit que si on implante, par exemple, de l'agroforesterie, on développe le semi-direct sur les zones de culture, et on va avoir des potentiels de stockage non négligeables. Donc, ce sont la séquestration sur culture en marron et en jaune sur prairie. Quelques éléments sur les valeurs qu'on a utilisées pour que vous en voyez un peu les limites par rapport au territoire. Donc, on croise des valeurs de référence qu'on obtient au niveau national avec des surfaces d'occupation des sols qui sont aussi obtenues au niveau national. Alors, pour les sols, on utilise les données du groupement d'intérêt scientifique sol qui est le groupement d'intérêt qui capitalise toutes les données sol de France. Donc, on a des valeurs de référence sur les stocks de carbone par grande occupation de sol, et on peut les classer par grand type pédoclimatique, c'est-à-dire de type de sol et de climat. Et donc, on l'a fait en cohérence avec ce que fait le CITEPA. Pour les forêts, les valeurs de référence, on les a obtenues auprès de l'IGN, et on a donc des valeurs de stock et de flux de carbone dans les forêts à l'échelle des grandes régions écologiques françaises. Donc, vous voyez la finesse de la représentation du territoire. On a découpé en une dizaine de régions la France, sachant qu'on a pour objectif cette année d'avoir des valeurs à l'échelle des régions, des sylvo-éco-régions, c'est-à-dire découper la France en 80 zones différentes. Et donc, on croise ces valeurs de référence avec les surfaces obtenues via Core Cover, qui donne une occupation des sols, mais qui a une résolution relativement faible quand on veut traiter des changements d'affectation des sols, car elle a une résolution à 25 hectares. Et pour la forêt, pour le flux forestier, on va utiliser la BD forêt de l'IGN, qui elle est assez précise. Enfin, pour le stockage dans les produits bois, alors c'est là où on est le plus faible, on a une valeur nationale qui est fournie par le CITEPA qu'on va ramener au nombre d'habitants de l'EPCI. Donc, pour aller plus loin, on a aussi des documents qui font des synthèses des connaissances sur le sujet. Alors, pour la partie agricole, stockage de carbone dans les sols, vous allez avoir une brochure qui est disponible sur le site de l'ADEME qui s'appelle Carbone organique des sols, l'énergie de l'agroécologie et une solution pour le climat, qui fait un peu le bilan sur les enjeux autour de la séquestration de carbone dans les sols. On a aussi une brochure qui va lister une dizaine de pratiques agricoles qui sont favorables à la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est le deuxième document. Il est aussi disponible sur le site de l'ADEME et qui a été co-construit avec la communauté scientifique et technique au niveau national. Et puis, pour la forêt, on a un peu moins d'éléments, mais on a un avis de l'ADEME sur le rôle de la forêt dans l'atténuation du changement climatique, et une brochure devrait paraître à la fin de l'année sur ce sujet-là, l'équivalente de la brochure sur le carbone organique des sols. Après, l'outil ALDO est là pour faire un premier diagnostic, mais il ne permet pas de réaliser des plans d'action ou d'évaluer des plans d'action, et on développe aussi des outils et des démarches spécifiques à différents secteurs. Donc, il y a la démarche Climagri qui permet de construire et d'évaluer des plans d'action dans le secteur agricole en dépassant la question de la séquestration carbone, en intégrant les émissions de gaz à effet de serre, le potentiel de production alimentaire et non alimentaire, et la qualité de l'air, ce qui peut être intéressant dans les plans climat.
On a l'outil Arboclimat qui a été développé par notre direction régionale Hauts-de-France pour évaluer des stratégies de plantation d'arbres en milieu urbain, en intégrant les aspects aussi d'îlots de chaleur. Et on a l'ensemble d'outils GES-Urba développés par le CEREMA avec l'appui de l'ADEME qui permettent d'évaluer dans des stratégies d'aménagement dans les différents documents d'urbanisme à l'échelle du SCOT, à l'échelle du PLU, à l'échelle du projet d'aménagement, d'évaluer des stratégies en termes de gaz à effet de serre et d'énergie. Et dans la prochaine édition qui devrait paraître cette année, si tout va bien, elle intégrera la question de la séquestration de carbone. Voilà pour ce petit point et nous sommes à disposition pour des échanges. Je crois qu'on a prévu 5 à 10 minutes. Bonjour, donc on a une première question de Victoire Bonnet sur est-ce que le sirène est la seule donnée d'entrée dans Aldo ou peut-on ajuster d'autres données si on a des données plus précises? Alors, c'est une bonne question. Alors, le sirène, ça permet de sortir des valeurs par défaut, mais on a prévu que ce soit pour l'occupation principalement pour l'occupation des sols, mais c'est aussi faisable pour les valeurs de référence, une adaptation aux contextes locaux si les données sont disponibles. C'est notamment sur tout ce qui est changement d'affectation des sols que ça peut être très important. Alors on a une deuxième question sur la méthanisation de matières agricoles, fumier, résidus de culture. Peut-elle participer à la séquestration de carbone d'un EPCI? Alors la méthanisation, c'est une question complexe. En fait, il faut voir en quoi la méthanisation va modifier les pratiques agricoles sur l'exploitation. Alors, si elle permet d'apporter des produits organiques qui n'étaient pas apportés sur le sol, elle peut contribuer à la séquestration de matières organiques. Par exemple, si c'est du traitement de biodéchets urbains. Elle peut également favoriser la séquestration de carbone si elle permet le développement de couverts végétaux entre les cultures qui seraient valorisés en méthanisation. Après, il peut y avoir des risques inverses, c'est-à-dire si elle entraîne des retournements de prairies ou si elle diminue le retour au sol de matière organique. Donc, c'est quelque chose à gérer à l'échelle de l'installation de méthanisation et de son approvisionnement et de la gestion des digestants. Alors, on a une question de Gérard Bourda sur comment peut-on savoir ce qu'apporte la plantation de haies sur un territoire en termes de séquestration carbone. Alors, pour l'instant, dans l'outil Aldo, ce qu'on a mis, c'est la connaissance des haies qu'on avait au niveau national. Donc, elle est un peu parcellaire, mais on a quand même mis cet élément-là dans le diagnostic. Après, en termes de référence de stock de carbone pour les haies, il y a des valeurs nationales qui sont dans le climat gris. Alors, je ne les ai pas de mémoire, mais elles peuvent être assez peu représentative de ce qu'il y a au niveau local et on a des projets de recherche pour essayer de préciser ces valeurs de référence. Et pour compléter, nous travaillons actuellement aussi avec l'hygiène et la fac pour améliorer ces valeurs de référence. Alors, il y a une autre question sur les flux dans les prairies, milieux humides et vergers. Je pense qu'il rejoint une question posée par Jean Siréjol sur est-ce qu'une prairie stocke chaque année du carbone et quelles sont les couvertures végétales les plus stockantes? Alors, une prairie, alors au niveau national, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas la dynamique actuelle, enfin, il n'y a pas de consensus scientifique sur quelle est la dynamique actuelle des prairies en termes de stockage de carbone. On a des données qui montrent qu'il y aurait un stockage, un léger stockage au niveau national, mais c'est encore à consolider. Donc, pour l'instant, dans l'outil Aldo, on a mis 0 sur une prairie, mais dans quelques mois, je pense à partir de juin, on pourra fournir une première valeur qui fera consensus et qu'on aura co-construite avec les scientifiques de l'INRA et les instituts techniques agricoles. Mais actuellement, on ne sait pas. Alors, il y a une question sur la précision des marges d'incertitude dans les résultats présentés dans Aldo. Enfin, je ne sais pas si vous aviez fini, mais… D'accord. La deuxième question, c'était sur les couverts végétaux les plus stockants. Alors, dans les études qu'on a, ce qui stocke le plus, c'est de planter des arbres
Donc, c'est l'agroforesterie ou l'implantation de haies, mais ça peut être plus compliqué par rapport aux pratiques des agriculteurs et au système d'exploitation. Donc, derrière, c'est les couverts végétaux. Et après, dire quel couvert végétaux est le plus stockant, c'est compliqué à dire parce que ça va dépendre de sa productivité et de son mode de gestion. Est-ce qu'il est enfoui à l'automne ou est-ce qu'il est maintenu jusqu'au printemps? Donc, après, ça devient de la gestion de la production des couverts. Mais l'important, c'est de produire de la biomasse. Et la deuxième question sur les incertitudes, ce qu'on a fait, c'est plutôt de mettre en avant dans la notice les références utilisées et donc des limites de leur représentativité au niveau local. Et c'est vrai, peut-être pour compléter l'incertitude par rapport à les données forêt, et donc comme Thomas vous l'a présenté, ce sont des données à l'échelle des Gréco, donc qui peuvent ne pas être complètement représentatives à l'échelle locale. Et donc évidemment, il y a une incertitude qui est assez forte. Mais même si c'est à l'échelle des Gréco, il y a quand même une différence entre feuillus, résineux et mixtes. Ça reste première estimation. Alors, une question qui est revenue 2 fois sur quelqu'un qui travaille sur l'analyse du cycle de vie de la construction terre-chambre. Et est-ce qu'il y a des pistes de comparaison de séquestration carbone entre 1 hectare de forêt gérée durablement et 1 hectare de céréales en culture annuelle? Alors, ce qu'on sait clairement, c'est qu'une forêt, elle stocke au moins 100 tonnes en moyenne en France, au moins 100 tonnes de carbone, si on prend sol et biomasse, au moins 100 tonnes de carbone de plus qu'une culture annuelle. Donc, la différence est assez claire. Après, en termes de flux de séquestration, les forêts en France sont plutôt en dynamique de stockage et les grandes cultures sont plutôt sur une stabilité. Après, ça peut être une légère augmentation ou une légère diminution en fonction des régions, mais globalement, la forêt est en stock plus et en dynamique de stockage plus importante. Avez-vous déjà constaté des écarts entre les résultats fournis par Aldo et ceux obtenus par les AASCA lorsqu'elles appliquent la méthodologie GIEC au minéa? On n'a pas fait de comparaison. Les retours qu'on a eus, c'est que les ordres de grandeur sont similaires. Et nous, l'important, c'était de fournir des ordres de grandeur pour pouvoir se comparer et voir si on était dans les choux ou pas. Après, on n'a pas fait de comparaison au niveau local. Ah. Deux questions sur 100 tonnes à l'hectare. Je ne vois pas trop pourquoi. Parce que pourquoi 100 tonnes Alors, en gros, dans la biomasse aérienne, dans la biomasse forestière, il y a en moyenne en France 80 tonnes de carbone par hectare. Par rapport à la culture annuelle vs forêt. Dans les sols, il y a aussi 80 tonnes de carbone par hectare dans les premiers 30 cm. Donc, on est à 160. Dans une culture annuelle, on est sur les 30 premiers centimètres de sol à 50 tonnes de carbone par hectare. Si on rajoute la végétation, on est à 51, 52. Peut-être un peu plus. Mais la différence de 100 tonnes de carbone est là. On va prendre une dernière question et après on vous répondra par écrit pour celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Quel milieu stocke le plus, prairies, zones humides, forêt et pourquoi? Alors, les milieux qui stockent le plus vont être les forêts, parce qu'elles stockent dans les sols et dans les arbres. Les zones humides aussi stockent de manière importante, parce que comme il n'y a pas les processus de décomposition de la matière organique sont extrêmement ralentis, on peut avoir des stocks très importants. Donc, les deux milieux les plus stockants vont être les zones humides et les forêts. Ensuite, les prairies, parce que au niveau du sol, des sols prairiaux, on va avoir des stocks de carbone similaires à ceux des forêts, voire un peu plus dans certaines conditions.
Et enfin, les zones de culture vont être plus faibles parce qu'il va y avoir beaucoup d'exportation de la matière organique, ce qui est normal parce qu'elle est utilisée. Mais on va être à 30 tonnes de carbone dans les sols de moins que ce qu'on peut avoir en prairie. Bon, après, il peut y avoir une grande variabilité au niveau du territoire en fonction des types de sol. Ça, faut pas le nier. Et après, les stocks les plus faibles, on va les retrouver en vigne, du fait qu'il y a peu de restitution de matière organique et que ce sont des types de sols assez particuliers, assez pauvres, qui sont pas favorables à la production de biomasse. Voilà. Alors, on va peut-être juste terminer sur le scénario 4 pour 1000. Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que c'est réaliste. Et après, on laissera la parole à Iker. Alors, le 4 pour 1000, est-ce que c'est réaliste ou pas? Alors, ça dépend quelle échelle on va considérer. À l'échelle de la parcelle, on peut atteindre des stockages de l'ordre de 4 pour 1000, voire plus, que ce soit en forêt, en prairie ou en grande culture. Peut-être rappeler un peu ce que c'est le 4 pour 1000 pour les gens qui ne sont pas familiers avec. Alors, le 4 pour 1000, c'est l'idée de stocker, que si on augmente de 4 pour 1000 par an le stock de matière organique dans les sols, on compense à l'échelle mondiale. On compense l'ensemble des émissions de CO2 anthropiques. Alors, c'est un grand chiffre à l'échelle mondiale. On sait qu'à l'échelle locale, on a des pratiques qui peuvent permettre de le faire à l'échelle de la parcelle. Après, à l'échelle mondiale, il y a d'autres questions. C'est quand même compliqué d'essayer de mettre en place des pratiques stockantes sur l'ensemble de la planète, sachant qu'il y a un certain nombre de zones où on a déjà des stocks importants et qui sont plutôt à risque et on est plutôt à risque de déstockage. Sur la forêt amazonienne, sur les sols gelés des hautes latitudes. Donc la question du 4 pour 1000 est plutôt sur les sols agricoles, comment on peut augmenter les stocks de carbone, sachant que dans les zones où les stocks de carbone sont faibles, ça peut avoir un intérêt sur la fertilité des sols, notamment en Afrique ou en Asie. Donc là, il y a un enjeu derrière de sécurité alimentaire. Il ne faut pas attendre du 4 pour 1000 qui compense les émissions anthropiques et il faudra réduire de manière très importante les émissions anthropiques liées à l'énergie.